À la WWE, certaines rivalités ne s'arrêtent pas toujours lorsque les caméras cessent de tourner. Derrière le rideau, de vraies rancunes ou des trahisons personnelles ont transformé certains des plus grands noms de l'industrie en ennemis acharnés. Dans ce contexte, nous allons voir comment des conflits en coulisses ont débouché sur certaines des querelles les plus tristement célèbres de la vie réelle. À la fin des années 1990, la WWE était sur le point de connaître son plus grand essor, et deux étoiles montantes s'affrontaient pour atteindre le sommet, Triple H et The Rock. Leur soif de suprématie a inévitablement conduit à des actes de sabotage et à une bataille d'ego qui s'est déroulée bien au-delà du ring. L'ascension fulgurante du Rock en tant que champion du peuple n'aurait pas été du goût de Triple H, qui aurait eu l'impression de devoir se frayer un chemin à travers les politiques du vestiaire. De son côté, The Rock n'appréciait pas vraiment les liens de Triple H avec Shawn Michaels et The Clique, qui étaient connus pour leur influence en coulisses et leur réputation de freiner les autres talents. Même si les deux hommes se sont imposés comme des stars de l'événement principal pendant l'Attitude Era, les tensions n'ont jamais complètement disparu. L'influence grandissante de Triple H au sein de la structure de pouvoir de la WWE, surtout après son mariage avec Stephanie McMahon, n'a fait qu'aggraver les choses. Parallèlement, le succès fulgurant de The Rock à Hollywood lui a conféré une notoriété et une influence que Triple H ne pouvait ignorer. En 2024, la rivalité entre The Brahma Bull et The Game semble refaire surface, cette fois en coulisses. Après le départ honteux de Vince McMahon de la WWE, Triple H est devenu le chef de la création, exerçant plus de pouvoir que jamais. Pendant ce temps, The Rock, devenu une puissance hollywoodienne, a obtenu un siège au conseil d'administration de la TKO, ce qui lui a permis d'exercer une influence considérable sur la direction de l'entreprise. Début 2024, The Brahma Bull déclare publiquement qu'il souhaite affronter son cousin Roman Reigns à WrestleMania 40. En coulisses, il était clair qu'il avait l'intention de tirer parti de son autorité au sein de l'entreprise pour y parvenir. Le problème, Triple H avait déjà élaboré un plan à long terme pour que Cody Rhodes ne se contente pas d'affronter le chef de tribu, mais qu'il le batte. Déterminé à s'en tenir à sa vision, Triple H a demandé à Rhodes de remporter le Royal Rumble. Cependant, l'implication soudaine de The Rock a tout chamboulé. Grâce à sa notoriété et à son soutien, il était pratiquement impossible de dire non au Brahma Bull. Mais la réaction massive des fans a contraint la WWE à revoir son approche et à rétablir Rhodes contre Reigns. En tant qu'événement principal de WrestleMania, le Rock étant contraint de passer du côté des talons pour la première fois depuis des années. Cet affrontement en coulisses a convaincu de nombreuses personnes que la rivalité de près de 25 ans entre The Cerebral Assassin et The Final Boss est toujours d'actualité, mais qu'elle se déroule sur une scène plus grande et plus politique. Mais ces deux-là ne sont pas les seules légendes dont l'animosité est passée du ring à la réalité. Un autre exemple tristement célèbre remonte au début des années 90, lorsqu'un jeune Undertaker s'est opposé à la plus grande star de l'époque, Hulk Hogan. À l'époque, Hogan était le visage de la WWE, la plus grande attraction et la star la plus protégée de la compagnie, tandis que le nouveau venu, Undertaker, était en train d'être préparé pour devenir la prochaine force inarrêtable. Leur rivalité a atteint son apogée lors des Survivor Series de 1991, où le Deadman a choqué le monde entier en battant Hogan pour remporter son tout premier championnat de la WWE. La victoire est intervenue après que l'Undertaker ait délivré un Tombstone Piledriver sur une chaise en acier. Le finish a eu lieu lorsque Ric Flair a fait glisser une chaise en acier sur le ring, permettant à l'Undertaker de frapper un Tombstone Piledriver dévastateur sur Hogan, scellant ainsi sa victoire. À l'écran, le mouvement semble brutal, mais en réalité, la version du Tombstone de l'Undertaker est l'un des finishers les plus sûrs du catch. Hogan, lui, prétend le contraire. Alors que le phénomène le cloue au sol, Hogan laisse entendre qu'il a été légitimement blessé. En coulisses, Hogan a insisté sur le fait qu'il avait mal au cou, a accusé l'Undertaker d'être imprudent et aurait même crié pour que quelqu'un appelle sa femme et ses enfants à cause de la douleur. À tout juste 24 ans, Mark Calaway était horrifié à l'idée d'avoir pu blesser la plus grande vache à lait de la WWE. 6 jours plus tard, l'Undertaker a rendu le titre à Hogan lors du This Tuesday in Texas, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il était puni pour sa prétendue blessure.
Secoué, le phénomène se confie à Shane McMahon, qui lui assure que la tête de Hogan n'a jamais touché la chaise. Le visionnage de la cassette le confirme, et l'Undertaker confronte Hogan, qui recule avec une excuse peu convaincante, accusant des genoux serrés d'avoir bloqué son coup. Undertaker ne s'y est pas trompé et a déclaré plus tard à ESPN « J'ai réalisé que je savais ce que vous étiez, et c'est tout ce dont j'avais besoin. » Bien qu'ils aient travaillé ensemble professionnellement par la suite, il n'y a jamais eu de véritable confiance entre les deux. Undertaker, connu pour son leadership dans les vestiaires, gardait souvent ses distances avec Hogan, qui était connu pour ses manœuvres intéressées en coulisses. L'exemple le plus récent de deux catcheurs en désaccord l'un avec l'autre n'est autre que Seth Rollins et CM Punk. Bien que leur querelle à l'écran ait donné lieu à de nombreux grands matchs, la vérité est que cette animosité est plus profonde. Lorsque CM Punk a quitté la WWE en 2014, il a laissé derrière lui non seulement un vide, mais aussi une réputation de franc-parler et de refus des compromis. Des années plus tard, Seth Rollins, qui était devenu l'une des plus grandes stars de la WWE, a clairement fait savoir qu'il n'était pas fan de l'attitude de Punk. Lors d'interviews, Rollins a qualifié à plusieurs reprises Punk de cancer du vestiaire, affirmant que la WWE se portait mieux sans lui. En fait, ces mots durs ont été prononcés quelques mois seulement avant le retour historique de Punk au Survivor Series 2023. Le retour de Punk a été l'un des plus grands moments de l'histoire moderne de la WWE, mais la réaction furieuse de Rollins en coulisses et devant les caméras l'a presque éclipsé. Alors que le spectacle se terminait, les fans ont vu Rollins crier, faire des gestes agressifs et même être retenu par la sécurité alors que Punk se tenait sur le ring. Punk, tel qu'il est, n'a pas reculé non plus. Dans les interviews d'après-spectacle, il s'en est pris subtilement à Rollins, qualifiant sa colère de « mignonne » et laissant entendre que Seth était simplement jaloux de la place que Punk avait récupérée. Il a également déclaré « Nous sommes très semblables. La différence, c'est que je peux parler de ma carrière sans avoir à le mentionner. Il ne peut pas parler de sa carrière sans me mentionner. Je comprends ce qu'il veut, vous savez. Si la WWE s'est appuyée sur leur tension pour faire monter la sauce lors de leur récent match, il est indéniable qu'une grande partie de l'animosité vient d'un endroit bien réel. Passons maintenant à la division féminine. Nikki Bella et AJ Lee étaient deux des plus grandes stars du début des années 2010. Non seulement leur caractère était diamétralement opposé à l'écran, mais les rumeurs suggèrent que cette dynamique se reflétait également dans la vie réelle. AJ était l'anti-diva, se targuant de raconter des histoires et d'être différente des personnages glamour, axés sur la télé-réalité, que la WWE a mise en avant pendant l'ère Total Diva. D'un autre côté, les jumelles Bella ont incarné la vision grand public de la compagnie en jouant dans Total Diva. Les frictions entre Nikki et AJ ont commencé lorsque cette dernière a lancé son désormais iconique Pipe Bombshell à Réo. Dans sa promotion, elle s'en est pris aux Bellas et au reste de la distribution de Total Diva, les accusant d'avoir reçu des opportunités en raison de leur apparence et de leur relation plutôt qu'en raison de leur talent. Les choses se sont encore aggravées en 2014 lorsque AJ a porté un autre coup verbal lors d'une promotion en disant « Le talent n'est pas sexuellement transmis ». Une référence à peine voilée à la relation de Nikki avec John Cena et au mariage de Brie avec Daniel Bryan. Cette phrase a fait naître des rumeurs sur une réelle animosité entre les deux femmes, certains initiés affirmant que les deux femmes ne s'aimaient vraiment pas, à la fois à l'écran et hors de l'écran. L'organisation de la WWE n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. En 2015, Nikki Bella a dépassé le règne historique d'AJ en tant que championne des divas, ce qui a conduit les fans à spéculer que la décision était une façon pour la compagnie d'effacer les accomplissements d'AJ après qu'elle ait quitté la compagnie. Bien avant la rivalité entre AJ et Nikki, la WWE avait déjà connu son lot de drames entre deux femmes se battant pour la première place. À la fin des années 90, Sunny et Sable ont été au centre de l'une des querelles les plus médiatisées en coulisses. Sunny était la reine incontestée de la WWE au milieu des années 90. Avec sa personnalité enflammée, ses promos incisives et son côté Girl Next Door, elle est devenue la personnalité de la WWE la plus téléchargée sur AOL et a gagné le surnom de Diva Originale. Mais tout a changé lorsque Sable est entrée sous les feux de la rampe en 1996. Avec son apparence frappante, sa présence confiante et ses segments audacieux de l'attitude Erae, Sable a capté l'attention des fans presque du jour au lendemain.
Bien qu'elle ait été mise en avant aux côtés de Marc Mero, il est rapidement devenu évident que le pouvoir de Sable éclipsait même les femmes établies comme Sunny. Pour aggraver les choses, la direction de la WWE, en particulier Vince McMahon, s'est rapidement concentrée sur Sable en tant que visage de la division féminine, laissant Sunny sur la touche. Sunny a ouvertement admis qu'elle ne s'entendait pas bien avec Sable. Elle pensait que Sable n'avait pas la personnalité et le charisme nécessaires pour se rapprocher des fans. Cependant, la popularité de Sable a prouvé le contraire. En 1999, Sunny n'était plus à la WWE alors que Sable faisait la couverture des magazines, était en tête d'affiche et détenait le titre de championne des femmes. La domination de Sable a clairement montré que l'ère de Sunny était terminée. Passons maintenant à une rivalité née d'une pure frustration sur le ring plutôt que d'une histoire personnelle, Brock Lesnar et Dean Ambrose. Au début de l'année 2016, l'homme actuellement connu sous le nom de Jon Moxley tenait le monde dans la paume de sa main. Il avait presque gagné le Royal Rumble, combattu Triple H pour le championnat de la WWE et devait participer à un combat brutal, No Holds Barred, contre Brock Lesnar lors de The Grandest Stage of Them All. Les diverses bagarres en coulisses et sur le ring ont ajouté beaucoup de piquant à cette rivalité. Dans les semaines précédant WrestleMania 32, Dean Ambrose a pleinement adopté l'esprit du hardcore wrestling. Il a fait des promos intenses et a même reçu des armes de destruction de la part de légendes du hardcore comme Mick Foley et Terry Funk, donnant l'impression aux fans qu'ils allaient assister à une guerre sanglante contre la Beast Incarnate. Mais en coulisses, l'excitation d'Ambrose a rapidement été remplacée par de la frustration. Comme l'a révélé Moxley dans des interviews ultérieures et sur le Stone Cold podcast, Brock Lesnar n'avait aucune envie de rendre le match mémorable. Ambrose a lancé d'innombrables idées, y compris des coups d'armes sauvages et des séquences à haut risque, mais Lesnar aurait rejeté toutes les suggestions. Au lieu de cela, Brock a choisi de faire en sorte que le match soit court et sans danger, le traitant comme une autre occasion de gagner de l'argent. Le résultat a été un combat plat et sans vie qui a laissé les fans et Ambrose déçus. À part un coup de batte en fil barbelé, le match lui-même a manqué d'intensité. Au lieu de cela, il s'est principalement agi de chaises en acier et de bâtons de kendo. Après un simple F5, Lesnar a facilement épinglé Ambrose. Dans sa célèbre interview avec Stone Cold Steve Austin, Ambrose a révélé que personne, y compris Lesnar, ne semblait se soucier du match. Selon lui, Lesnar était simplement là pour le chèque et refusait de donner quoi que ce soit en retour. En retour, Paul Heyman a eu des mots durs à l'égard de Moxley et l'a qualifié de non professionnel. De toute évidence, Brock Lesnar n'a jamais été du genre à jouer les gentils avec tout le monde en coulisses, et Matt Riddle l'a appris à ses dépens. À première vue, les deux hommes avaient beaucoup de choses en commun. Tous deux ont été des lutteurs amateurs accomplis, tous deux ont fait un passage à l'UFC et tous deux sont passés par le catch professionnel. On aurait pu penser que ce passé commun susciterait un respect mutuel. Au lieu de cela, il a engendré des tensions. Riddle, qui a mené une carrière respectable en MMA avant de rejoindre la WWE, n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait. Avant même son arrivée à la WWE, il avait clairement fait savoir que l'un de ses principaux objectifs était de mettre Brock Lesnar à la retraite. Lors de son passage sur la scène indépendante et même lorsqu'il travaillait à NXT, Riddle a souvent répété cette affirmation. Si les remarques de Riddle étaient souvent faites sur un ton léger, Lesnar ne les a pas prises de cette façon. Lors du Royal Rumble 2020, il a été rapporté que Brock Lesnar avait confronté Riddle en coulisses. Selon plusieurs témoins, Brock aurait dit à Riddle « Nous ne travaillerons jamais ensemble. Arrête de me taguer. Arrêtez de dire mon nom. » Il a également qualifié Riddle de gamin, un mot qui en dit long sur le peu de respect qu'il a pour lui. Les deux hommes se sont même retrouvés dans le même Rumble match ce soir-là, mais n'ont jamais partagé le ring. Lesnar a été éliminé avant même que Riddle n'entre en lice. Pendant son séjour à la WWE, Matt Riddle s'est forgé une réputation peu enviable auprès des vétérans, et Brock Lesnar n'a pas été le seul à s'en prendre à lui. Seth Rollins s'est également retrouvé en désaccord avec l'Original Bro, et contrairement à Brock, Seth n'a pas hésité à faire connaître ses sentiments. Leur problème aurait commencé en 2019, après que la femme de Riddle a fait des commentaires controversés sur les médias sociaux critiquant le physique de plusieurs catcheuses, y compris Becky Lynch, la femme de Seth. Cela n'a pas plu à Seth, qui, selon des rapports de coulisses, a carrément refusé de travailler avec Riddle à l'époque. Il a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas seulement des commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi de l'attitude générale de Riddle en coulisses.
Le comportement arrogant de Riddle a déplu à certains vétérans et Seth n'a pas caché son opinion. Riddle, quant à lui, a continué à demander à Rollins de disputer un match, ne semblant pas perturbé par l'hostilité. Lorsque les choses se sont calmées en 2022, Seth était peut-être prêt à travailler avec lui et la WWE a rapidement vu une opportunité dans cette tension et a décidé de capitaliser sur le drame. Contrairement aux attentes initiales d'une rivalité terne, Seth et Matt ont prouvé que les critiques avaient tort en livrant l'une des meilleures querelles sans titre de ces derniers temps. Dans un segment particulièrement mémorable, Rollins est passé à la vitesse supérieure en se moquant de Riddle pour son divorce et ses problèmes de pension alimentaire, ce qui a poussé Riddle, furieux, à lâcher la bombe F en direct à la télévision. Le segment, à la fois divertissant et brutal, a laissé tout le monde se demander quelle part de leur échange était scénarisée et quelle part provenait d'une véritable animosité. En parlant de tension réelle, il y a un autre cas où deux stars plus grandes que nature ne pouvaient pas se supporter, Big Show et The Great Khali. Alors qu'ils étaient tous deux présentés comme les géants de la WWE à la fin des années 2000, leur relation en dehors de l'écran était tout sauf amicale. Lorsque Khali est arrivé à la WWE en 2006, il a immédiatement été présenté comme un monstre inarrêtable, battant certaines des plus grandes stars de la compagnie, y compris l'Undertaker. Mais en coulisses, Big Show, déjà un vétéran chevronné, n'était apparemment pas fan du style de Khali sur le ring. La WWE ayant l'habitude de faire s'affronter des géants, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se croisent. Leurs affrontements sur le ring ont été annoncés comme des batailles colossales, mais beaucoup ont estimé qu'il y avait un réel avantage dans leur match. Big Show, connu pour son professionnalisme, aurait été frustré par le manque d'expérience de Khali, tandis que ce dernier n'avait pas l'intention de jouer les seconds rôles face à un autre géant. Cette tension latente a atteint son paroxysme lors d'une tournée à l'étranger en 2009, lorsque les deux hommes se sont disputés en coulisses et ont failli se battre. Chris Jericho a ensuite fait la lumière sur cette situation dans son autobiographie The Best in the World, At What I Have No Idea. Jericho a déclaré: ils ont passé leur vie à être la plus grande personne dans la pièce, des spécimens étonnants que tout le monde fixait et craignait instantanément. Maintenant, pour la première fois, ils ont dû faire face à la concurrence pour cet honneur, et aucun d'entre eux n'a aimé cela. Khali était plus grand, Show était meilleur sur le ring, et chacun était jaloux de l'autre en conséquence. La bagarre aurait commencé parce que Khali avait utilisé le fameux chest slap de Big Show lors d'un match, ce qui avait rendu Show furieux. En coulisses, les deux géants ont dû être séparés par CM Punk et The Undertaker avant que les choses ne dégénèrent complètement. L'affrontement a tellement bouleversé Big Show qu'il aurait fondu en larmes par la suite. Bien que les esprits aient fini par se calmer, cet incident a rappelé à quel point les tensions de la vie réelle peuvent facilement dégénérer dans une industrie aussi compétitive que la WWE. Un malaise similaire a déjà existé entre deux des plus grandes stars de la WWE, l'Undertaker et Shawn Michaels. Le Deadman était connu comme un leader de vestiaire qui exigeait professionnalisme et respect. Michaels, au sommet de sa popularité, avait acquis la réputation d'être difficile à gérer et politiquement manipulateur. En conséquence, le Taker n'a guère de patience pour l'attitude de diva de Shawn et son refus de mettre les autres au premier plan. Le tristement célèbre Montreal Screwjob ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'implication de Michaels dans cet incident, au cours duquel Bret Hart a été doublé, n'a pas été du goût d'Undertaker, qui a ouvertement exprimé son dégoût. Les choses se sont encore aggravées lorsque l'Undertaker a blessé Shawn lors d'un casket match au Royal Rumble de 1998, entraînant une grave blessure au dos qui a failli mettre fin à la carrière de Michaels. Bien que la blessure soit accidentelle, elle a changé la trajectoire de la vie et de la carrière de Shawn pendant des années. Puis vint WrestleMania 14, lorsque Michaels était réticent à abandonner le championnat de la WWE à Stone Cold Steve Austin. L'Undertaker, fatigué de l'attitude de Shawn, lui a scotché les poings et l'a menacé de le battre s'il refusait de faire des affaires et de mettre Austin au-dessus. Michaels se rendit au match, mais il était clair que le respect du Taker à son égard était au plus bas. Ce n'est qu'après le retour de Shawn en 2002, après avoir fait le ménage dans sa vie, que les deux hommes enterrèrent la hache de guerre et livrèrent par la suite quelques-uns des plus grands matchs de catch de tous les temps. Randy Orton et Kofi Kingston sont un autre couple de stars qui ont connu une véritable tension au plus fort de leur querelle à l'écran. En 2009,
2009, la carrière de Kofi Kingston était sur le point de percer sur la scène du main event. Sa querelle enflammée avec Orton, y compris le fameux moment où Kofi a détruit la voiture de Randy avec de la peinture et un boom drop à travers une table au Madison Square Garden, semblait destinée à le catapulter au sommet. Malheureusement, la progression prometteuse de Kingston s'est brusquement arrêtée après un moment tristement célèbre sur Raw où une mauvaise communication pendant le match a déclenché la colère d'Orton, qui a traité Kofi de stupide en direct à l'antenne. Malheureusement, le tempérament de la vipère ne s'est pas calmé par la suite. Des rapports affirment qu'il a provoqué une scène en coulisses, furieux de la séquence bâclée. Étant donné l'influence de Randy à l'époque, beaucoup pensent qu'il a joué un rôle dans l'arrêt de la progression de Kingston. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Kofi s'est retrouvé au point mort, avec un temps de présence réduit à la télévision et des défaites fréquentes, ce qui a fait dérailler son ascension alors qu'il était sur le point d'accéder au statut de main event. Pendant des années, les deux hommes auraient nourri du ressentiment, Kofi estimant que les actions d'Orton lui ont fait perdre de précieuses années de sa carrière. Toutefois, en 2019, la tension s'est apaisée. Après la victoire monumentale de Kofi au championnat de la WWE à WrestleMania 35, la WWE a revisité leur querelle, cette fois avec une véritable histoire à raconter. À l'approche de SummerSlam, Orton a taquiné la victoire de son 14e titre mondial, mais Kofi a riposté sur les médias sociaux, lui rappelant qu'il n'était plus le débutant qu'Orton avait enterré en 2009. Terminons notre liste avec Bret Hart et Goldberg, une rivalité née d'un moment qui a changé l'histoire du catch. En 1999, Bret était déjà un vétéran chevronné et l'un des catcheurs techniques les plus respectés de l'industrie, tandis que Goldberg était la star de la WCW, connu pour son style intense et percutant. Au cours de leur match à Starrcade 1999, un super kick mal calculé de Goldberg touche Hart à la tête, provoquant une grave commotion cérébrale. À première vue, il s'agit d'un simple accident de ring, mais les conséquences sont bien plus graves. Les symptômes de Hart s'aggravent au cours des semaines qui suivent. Les symptômes de Bret se sont aggravés au cours des semaines qui ont suivi, entraînant un syndrome post-commotionnel, une affection qui a provoqué des troubles cognitifs et physiques, obligeant The Hitman à se retirer du catch professionnel en 2000. Bien que plus de 25 ans se soient écoulés depuis ce fameux incident, la tension entre Bret Hart et Goldberg persiste encore aujourd'hui. Alors que Goldberg a exprimé des remords pour le coup de pied qui a mis fin à la carrière de Hart, The Hitman n'a pas hésité à tenir Goldberg pour responsable. Dans un épisode de Who Killed WCW, Hart a ouvertement critiqué Goldberg en déclarant « Comment combattre Bill Goldberg? Il est comme un gorille, il frappe les gars à travers le tapis, il les écrase comme une voiture. » Hart a également affirmé qu'il ne croyait pas que la blessure était un accident. Non, Bill, ce n'est pas un accident. C'était l'un des jours les plus tristes de ma vie et je savais que ma carrière était terminée. Dans une autre interview, il a déclaré « Je regrette d'avoir été blessé par un type qui ne savait pas lutter et qui n'a rien à faire au Hall of Fame. Il devrait être au Hall of Fame de la honte. » Pendant longtemps, Goldberg a maintenu que l'incident avec Hart était une erreur honnête et il s'en est excusé à plusieurs reprises. Cependant, les coups de gueule et les moqueries incessantes de Bret au fil des ans lui ont clairement mis la puce à l'oreille. Lors d'une récente interview avec Chris Van Vliet, interrogé sur la rancune de Bret, Goldberg n'a pas hésité à dire « Je n'en ai plus rien à faire ». Il est même allé jusqu'à parler de Bret comme du « crétin à qui j'ai donné un coup de pied dans la tête ». À l'évidence, contrairement à beaucoup d'autres catcheurs de notre liste, il y a peu de chances que Bret Hart et Goldberg se réconcilient un jour. Nous avons passé en revue quelques-unes des rivalités les plus intenses de la WWE dans la vie réelle, mais la conversation ne s'arrête pas là. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.